Bienvenue à Santé sans détour, le balado qui rassemble les personnes citoyennes et scientifiques pour discuter de recherches sur la santé du cœur, le métabolisme, le diabète et l'obésité. Bonne écoute! Allô Catherine! Bonjour Solène. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet très passionnant pour notre balado Santé sans détour du réseau de recherche en santé cardio-métabolique, diabète et obésité. Oui, on va parler majoritairement d'alimentation chez les enfants, aussi un peu de la place des écrans. On va introduire les dernières recommandations sur le sujet, mais aussi la recherche qui les supporte avec Véronique Gingras, qui est professeure au département de nutrition de l'Université de Montréal, mais aussi chercheur au CHU de Sainte-Justine. Elle s'intéresse particulièrement à la nutrition durant la grossesse et durant les premières années de vie. Donc, je pense qu'elle est très bien placée là, pour élaborer sur le sujet du jour. Oui, en effet. Et justement, on va aussi recevoir Ariane, qui est une jeune mère de famille avec 3 garçons en bas âge, qui va nous parler de ses questionnements sur l'alimentation et de la réalité dans leur quotidien bien occupé. J'ai hâte d'entendre leur discussion. Je pense que ça va répondre à beaucoup de questions que plusieurs parents se posent. Donc, allons-y. Bonjour tout le monde. Merci à vous trois d'être présents ce soir. C'est très apprécié. Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes de vie, spécialement de l'alimentation chez les enfants. On a avec nous Ariane ainsi que Véronique. Je vais vous laisser vous présenter les deux, mais tout d'abord, simplement dire que je suis étudiante stagiaire postdoctorale et je suis membre du comité étudiant du réseau de recherche CNDO. Et Catherine, qui est aussi ici, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, merci Solène. Moi aussi, je suis étudiante à la maîtrise. Moi, je suis étudiante à la maîtrise, en fait, en nutrition. J'étudie les comportements alimentaires chez les enfants. Puis, je suis aussi membre du comité étudiant du réseau CMDO. Donc, Ariane, je vais vous laisser te présenter. Oui, bonjour, merci Solène. Moi, c'est Ariane. Je suis maman de 3 beaux cocos. Un de 9 ans, un de 7 ans et un bébé de 1 an. Merci. J'ai plein de questions pour vous. Bon, puis Véronique, on est contente de t'avoir. Oui, bonjour, moi c'est Véronique Gingras, donc je suis professeure en nutrition à l'Université de Montréal, au département de nutrition, je suis professeure adjointe depuis maintenant 3 ans et je suis également chercheure en nutrition au centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Donc, mes projets de recherche portent surtout sur l'alimentation dans la période périnatale, donc pendant la grossesse chez la mère, surtout dans un contexte de diabète de grossesse, mais aussi chez l'enfant de 0 à 2 ans. Donc, on travaille surtout sur l'allaitement maternel, sur l'introduction de l'alimentation complémentaire et sur certains comportements alimentaires. Et je suis moi aussi maman de 3 enfants, presque les mêmes âges qu'Ariane. Donc, les miens ont 9, 7 et 3 ans. Voilà. Parfait. Donc, je sais qu'un des sujets qu'on se demandait, Ariane, si je me rappelle bien, c'était par rapport à l'horaire des repas, la faim, satiété chez les enfants. Ouais, dans le fond, c'est un struggle qui est récurrent chez nous. Par exemple, de mes enfants, quand on leur fait un repas, ils refusent de manger. Donc, moi, ma question pour toi, Véronique, c'est est-ce qu'en tant que parent, on doit, pas insister, mais comme encourager à manger? Est-ce qu'on doit intervenir lorsque, mettons, notre enfant refuse de manger des repas régulièrement? Oui, c'est une excellente question, une question que beaucoup de parents se posent. C'est une question que je pourrais répondre. Un des modèles qu'on utilise beaucoup en nutrition, qui est bien reconnu là, au niveau international, c'est le modèle de Ellen Satters en nutrition, qui parle de division des responsabilités. Donc, on a les responsabilités des parents, puis on a les responsabilités de l'enfant. Quand on parle au tout petit, là, dans les 0-2 ans, les responsabilités du parent, ça se résume à qu'est-ce qu'on donne à manger à l'enfant principalement, puis l'enfant choisit quelle quantité il va manger. Donc, le combien. Et ensuite, quand l'enfant vieillit, à ce moment-là, il y a un petit peu plus de responsabilité, il y a plus de contexte là, qui vont entrer en jeu. Donc, les parents vont décider un petit peu, ils vont choisir le quoi, donc qu'est-ce qu'on offre, c'est quoi l'offre alimentaire, quels aliments on donne comme choix à l'enfant. On va aussi choisir le quand. Donc, évidemment, il y a un contexte familial, il y a
Donc, on doit s'assurer d'offrir des moments idéalement réguliers et hauts. Donc, est-ce qu'on mange à la maison? Est-ce que l'enfant mange à l'école ou au service de garde, par exemple? Et l'enfant va choisir le combien et le si il mange. Donc, c'est sûr que c'est difficile comme parent de laisser cette responsabilité-là à l'enfant, mais c'est quelque chose qu'on veut développer chez l'enfant pour développer justement une meilleure écoute des signaux de faim et de satiété, ou comme on l'appelle aussi le rassasiement, donc le fait de se sentir plein, de plus avoir faim. Et cette division-là des responsabilités permet justement à l'enfant d'avoir un certain contrôle et aux parents d'exercer de son côté aussi le contrôle qui est nécessaire. Donc là, quand on parle de l'horaire des repas, est-ce que c'est important? Oui, dans une certaine mesure. Est-ce que l'enfant est obligé de manger puis en quantité très grande? Non. À condition évidemment que ce soit pas un enfant qui va aller grignoter tout le reste de la journée. Donc, on offre les moments, les repas, les collations et l'enfant après ça choisit s'il mange ou non. Je sais pas si ça répond bien à ta question. C'est des fois un peu flou. C'est un petit peu anxiogène pour certains parents. On le comprend tout à fait, là, surtout au début. On laisse aller un petit peu cette responsabilité-là à l'enfant. Donc, mais ça lui permet justement d'être plus à l'écoute de ses signaux de faim et de rassasiement. Oui, c'est sûr que c'est toujours une inquiétude quand ton enfant ne mange pas. Est-ce qu'il mange assez? Est-ce qu'il a comme toutes les vitamines et nutriments qu'il faut? C'est sûr que c'est toujours comme. Tu sais, nous, on est habitué de manger 3 repas par jour. Puis, tu sais, c'est comme. Des fois, c'est difficile de laisser passer ou de. Ouais. Mm-hmm. C'est sûr que même par expérience chez nous, j'ai 3 modèles différents. Donc, j'ai des enfants qui vont manger plus à certains repas. J'ai des enfants qui vont manger une plus grande partie de leur repas alimentaire le matin, d'autres qui vont le manger plus en soirée. Nous, on offre, donc, on choisit les moments des repas, évidemment. Là, donc, on déjeune, par exemple, avant d'aller à l'école. Mais si mon enfant veut manger un demi-bol de céréales, par contre, ça sent bien, qui est plus fin, c'est correct. Et j'ai mon autre côté qui va manger un bagel complet avec une banane, avec beaucoup plus d'accompagnement. Donc, ça, c'est plus à l'enfant de choisir les moments où il y a plus faim. Après ça, c'est sûr que si notre enfant, on voit qu'il y a de l'énergie dans la journée, si on voit qu'il est en santé, qu'il grandit bien, donc si on va suivre la croissance de nos enfants, on a des suivis au pédiatre. À ce moment-là, si sa croissance est adéquate, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Les enfants ont aussi des pics de croissance, donc des fois, ils vont grandir plus vite. Donc, on a l'impression qu'ils sont plus minces parce qu'ils ont perdu du poids, mais c'est juste parce qu'ils ont grandi, donc il faut aussi pas trop s'en faire avec ça. Mais si notre enfant, de façon générale, a de l'énergie et grandit bien, à ce moment-là, tout va bien. Tout est Donc, tu veux dire, Véronique, qu'en général, là, même si les enfants vont sauter des repas ou pas vraiment manger, peut-être qui ont des styles plus de manger moins le souper ou moins le déjeuner, dépendamment, mais que de manière générale, les risques qu'il manque de nutriments puis qu'il y ait des problèmes de croissance, par exemple, ici au Canada, c'est très faible, là. Mais il faut juste faire les faux signaux que tu as nommés. Okay. Exactement. Donc, si on offre si on a une offre alimentaire qui est variée, si on offre plusieurs aliments, si l'enfant a accès à des aliments variés, à ce moment-là, le risque de carence ici est très, très faible. Donc, on a beaucoup d'aliments à grandeur de l'année. Donc, à ce moment-là, que l'enfant mange tous ses fruits le matin ou tout le soir, il n'y a pas de souci. Sinon, en général, il mange des aliments qui sont riches en nutriments, en vitamines, en minéraux, par exemple. Est-ce que, parce que là, on a parlé de faim, satiété, est-ce qu'on peut faire confiance à nos enfants? Ils savent quand ils ont faim, quand ils ont plus faim? On estime que à partir de 3-4 ans, l'enfant va être plus susceptible d'être influencé par son environnement. Il va être plus susceptible à avoir certains comportements comme manger en absence de faim ou comme la désinhibition, qui est un comportement où il va se laisser influencer à manger pour des raisons autres que la faim. Donc, est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est sûr que dans certains cas, certains enfants doivent être encouragés justement à écouter leurs signaux de faim et satiété parce que d'eux-mêmes vont pas nécessairement bien le faire. Par exemple, un enfant qui est super distrait au repas à l'école, mais en fait, qui va juste regarder les amis jouer, il mangera pas, finalement, il n'a pas écouté ses signaux de faim et satiété. C'est possible. Donc, certains enfants, il faut les encourager. Est-ce que tu as encore faim? Réfléchis-y. Si tu as encore faim, mange encore avant d'aller jouer. Donc, on peut quand même encourager l'enfant à écouter ses signaux de faim et satiété. Ça ne veut pas dire qu'il va être apte à les écouter de par lui-même à la base. Mais c'est sûr qu'un enfant, on s'attend à ce qu'il soit meilleur qu'un adulte en termes d'écoute de signaux de faim et satiété. Il y a eu moins d'influence externe.
On essaie en fait du moins là, qu'il soit moins susceptible à son environnement. Là, on sait que les environnements, maintenant, il y a une surabondance d'aliments. Donc, un enfant qui est exposé à beaucoup de publicité ou à beaucoup d'aliments, par exemple sucrés ou autres, pourrait être moins effectivement bon pour écouter ses signaux de faim et satiété, se laisser influencer par des facteurs externes. Mais de façon générale, les enfants sont quand même assez bons, puis on peut leur rappeler aussi, donc on peut rappeler à un enfant pense-y avant d'aller jouer. Est-ce que tu as encore faim? Mange si tu as encore faim, c'est important pour avoir l'énergie pour aller jouer. Donc, on va toujours essayer de parler en termes d'énergie, en termes de hey, là, c'est important que tu prennes les nutriments que tu as besoin pour bien grandir. Donc, il faut faim, mange avant de retourner jouer. Mais on peut s'attendre à ce qu'ils soient quand même assez bons. Mhm. Parce que c'est peut-être, j'imagine que Ariane aussi, dans ton expérience, il y a peut-être différentes raisons qui fait que l'enfant veut pas manger. Est-ce que c'est parce qu'il veut jouer? Est-ce que c'est parce que ça ne tente pas de rester assis ou il aime pas le repas? Hein? J'imagine que... Ouais, souvent, c'est ça. Moi, j'ai gros des petits grignoteurs. Surtout mon plus vieux, il est ici comme moi, là, c'est des petits oiseaux. Donc, on va pas manger des grosses quantités, on va manger souvent. Fait que c'est souvent comme les collations versus repas, hein, c'est la bataille de sûrement plusieurs parents. C'est un peu plus le fun de manger des collations. Donc souvent, ça, je te dirais que c'est quand même c'est un enjeu là, chez nous. Fait que je sais pas si tu avais des trucs pour ça, Véronique, collation versus repas, là. C'est sûr qu'un enfant, souvent, mais il y a un plus petit estomac. Il dépense beaucoup d'énergie. Donc, les collations sont souvent nécessaires, là, sont recommandées dans la plupart des cas. Les enfants qui n'en auront pas besoin parce qu'ils vont manger plus au repas. Les collations sont encouragées chez les enfants. Là, ce qu'on veut pas nécessairement, c'est un enfant qui va grignoter entre les collations. Donc, c'est un peu quand on revenait là, à notre modèle au début, quand on disait que le parent doit offrir le camp. Donc, donc, même si c'est recommandé d'offrir, bon, il y a le déjeuner, il y a la période de la collation. On offre des choix qui sont sains aussi. C'est sûr que si la collation, c'est des choix qui sont moins sains, mais l'enfant va attendre la collation plutôt que le repas. Ouais. Ensuite, on offre le repas souvent. Mais entre les collations et les repas, c'est là où le parent doit intervenir au niveau du camp et ne pas permettre le grignotage. Donc, le libre accès à l'armoire n'est pas nécessairement recommandé là, chez les tout-petits. Uh-huh. Est-ce que ça t'aide un peu, Ariane? Oui, vraiment. Ça répond full à mes questions. Ça me fait penser qu'avec la COVID-19, ben, c'est peut-être le genre de comportement parce que si les enfants étaient toujours à la maison, ben, tu sais, vous avez vécu ça, les deux, Véronique et Ariane, mais comme justement au garde-manger, c'était beaucoup plus facile. Là. Il n'y avait pas la même routine quand ils vont à l'école. Oui. C'est vrai que quand on est à la maison, c'est plus facile d'être porté. Même pour nous, là, comme c'est actif, tandis que quand on a un horaire de travail ou d'école, on a comme une structure, là. Fait qu'on dirait que ça se fait tout seul. C'est plus facile, je trouve, à l'école versus, mettons, le week-end, quand on est comme, un petit peu de ci, un petit peu de ça, ici et là, tu sais. Ouais. Effectivement, mais une des choses qu'on peut faire aussi des fois pour la collation, si on veut offrir un peu plus de flexibilité, par exemple, si les enfants sont à la maison, justement quand il y a eu la pandémie ou quand il y a des grèves ou d'autres contextes où les enfants sont à la maison avec nous, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est laisser une collation en libre accès, mais il faut que ce soit des collations qui soient saines. Par exemple, un plateau de fruits, un plateau de crudité. Encore là, le libre accès, idéalement, il faut que ce soit une période qui est relativement restreinte. Donc, pour justement offrir une espèce de contexte d'horaire là, pour l'enfant, pour pas qu'il mange tout le long de la journée. À ce moment-là, il est peut-être plus enclin à moins écouter ses signaux de faim et satiété que s'il mange à des heures un petit peu plus réguliers. Je sais pas si ça t'aide. C'est sûr que les choix de collation après ça, c'est sûr que c'est toujours un défi aussi. Donc, on essaie de privilégier vraiment plus des aliments qui vont être à haute valeur en nutriments, donc beaucoup de vitamines, minéraux, donc les fruits, les légumes, les produits céréaliers aussi qui contiennent beaucoup de fibres, donc des collations qui vont rassasier aussi. Mais ça revient peut-être un peu à la question de tantôt, mais en termes de quantité, parce que, tu sais, c'est ça, souvent les parents sont inquiets que leur enfant ne mange pas assez, que ça va affecter leur croissance, mais est-ce que peut-être que les attentes sont trop élevées? Est-ce qu'on sait environ combien un enfant doit manger ou... C'est très, très difficile. L'enfant, il va subir beaucoup de périodes de croissance, il dépense beaucoup d'énergie, mais en même temps, c'est normal. Les enfants sont plus souvent malades, donc des fois, quand ils sont dans des moments où ils sont plus malades, ils vont avoir moins faim, puis ensuite, ils vont récupérer beaucoup, ils vont manger beaucoup par après.
En termes de quantité, c'est toujours un autre sujet anxiogène pour les parents. On a toujours de la difficulté à définir la quantité. Euh, Encore là, on dit que c'est l'enfant qui doit définir le combien. Donc, ce qu'on peut faire quand les enfants sont un peu plus vieux, c'est leur demander de se servir eux-mêmes, tout simplement. Donc, moi, je demande par exemple à mes enfants des fois de se servir. Puis je leur demande de mettre de tout, même s'ils seront pas obligés de manger de tout. Donc, je leur dis, gère la quantité que tu veux mettre. Tu dois mettre de tout, puis ensuite, tu seras pas obligé de le manger. Donc, au moins, il est dans l'assiette, l'enfant le voit. S'il décide de pas le manger, il le mange pas, c'est pas grave. Ensuite, on peut aussi faire des repas un peu libre accès. Ça, c'est super populaire pour les enfants. Donc, par exemple, un repas style tacos. On met tout sur la table, l'enfant choisit. Un repas où on met, par exemple, une salade sur la table, une protéine, que ce soit, par exemple, un repas de poisson, un repas de poulet. On met les légumes d'accompagnement, on met un féculent d'accompagnement, puis on peut même mettre des fruits, par exemple, déjà sur la table. On met tout ça sur la table, puis l'enfant se sert au fur et à mesure du repas, qu'est-ce qui lui tente, comment que ça lui permet de manger. Sinon, aussi, une des choses qu'on peut faire, c'est en mettre moins que ce qu'on pense que l'enfant mangerait, mais en lui disant, il en reste. Sens-toi bien à l'aise si tu as encore faim, le reste est là, tu peux te resservir, dépendant encore de l'âge de l'enfant, sinon c'est nous qui le resserre. Habituellement, un tout petit va nous dire très bien là, s'il en veut encore, puis les plus grands, ben, ils vont se resservir tout simplement là, s'ils ont encore faim. Mais c'est vraiment le combien est entre les mains de l'enfant. Avant, avec les guides alimentaires, on avait des recommandations de portions, mais c'était très arbitraire. Parce que comme on le sait que les enfants, c'est tellement variable. Une journée, ils vont avoir un cours d'éducation physique, une activité parascolaire le soir, puis une pratique de hockey. Mais ils ne mangeront pas la même chose que si dans la journée, ça a été une petite journée tranquille avec juste un cours d'informatique, par exemple, puis pas d'activité parascolaire. Puis là, il a été tranquille avec ses amis, il a joué aux échecs, ben il ne mangera pas la même chose. Donc, il faut quand même faire confiance à l'enfant là, sur la quantité, puis accepter que ce soit très, très variable parfois d'une journée à l'autre. Mais c'est vrai, donc ça veut dire que les quantités, le nombre de portions, ça, c'est parti. On n'est plus là du tout, encore moins pour les enfants. Exactement. On n'est plus là du tout, même pas pour les adultes. Là, dans les recommandations alimentaires, maintenant, on va parler plus d'équilibre de l'assiette, on va parler d'offrir beaucoup de variétés, beaucoup de choix, beaucoup d'aliments de différents groupes. Puis après ça, ben, l'enfant va décider quelle quantité il a besoin. Puis après ça, si sa croissance, si ses courbes sont adéquates, ben à ce moment-là, on assume que tout est correct et qu'il mange la bonne quantité. Une courbe, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Les courbes de croissance, donc ça, c'est un indicateur là, qui va être suivi souvent par les pédiatres, les infirmières dans les cliniques, soit avec le médecin de famille ou dans les suivis là, de croissance de l'enfant. C'est des indicateurs qui nous aident à savoir si l'enfant grandit et grossit adéquatement, si on veut. Là. Donc, si sa taille et son poids sont adéquats. Donc, c'est des courbes qui sont normalisées pour l'âge et le sexe de l'enfant. Ça se base sur des moyennes à travers plusieurs pays, à travers le monde. Donc, c'est pour les enfants en santé. Ça nous indique si donc, où se situe l'enfant sur la courbe, ça nous dit s'il suit la moyenne, par exemple, de la population en général en santé, s'il est un peu en dessous, un peu au-dessus. Puis à ce moment-là, s'il est un peu en dessous, un peu au-dessus, c'est vraiment pas inquiétant. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant suive sa courbe. Donc, un enfant qui va toujours être un petit peu, par exemple, en dessous pour la courbe de taille, mais qui suit toujours la même courbe, il n'y a vraiment pas de souci. Un enfant qui était, par exemple, dans la moyenne de courbe pour son poids et que 2 ans plus tard se retrouve nettement en dessous ou nettement au-dessus, mais là, c'est là où on va peut-être se poser des questions à savoir s'il mange peut-être pas assez ou c'est plus un indicateur, c'est pas absolu non plus, là, donc c'est pas, pas tous les enfants qui changent un petit peu de courbe sont en mauvaise santé. Et il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi un enfant change un peu de courbe, mais à travers les âges, on s'attend à ce que la courbe soit relativement stable. Si on résume, dans le fond, de ce qu'on a dit, c'est que comment savoir si un enfant mange assez, c'est que on peut pas vraiment savoir, on va regarder finalement sa croissance. Si sa croissance va bien, il faut leur faire confiance. C'est eux qui, en fait, sont maîtres de la quantité qui mangent. C'est bien ça. Oui, je pense que ça résume bien. Comme parents, c'est difficile, il faut laisser aller, mais ça fait partie de notre travail de parents à plein égard à travers les années. Donc, il faut faire confiance à nos enfants. Dans le fond, mon autre question pour toi, Véronique, c'était au niveau des enfants en âge scolaire plus, puis au niveau de la concentration. Moi, mon plus grand, il est neurodivergent.
Donc, c'est quand même un enjeu chez nous, là, la concentration. On essaie de trouver quelque chose qui marche. Puis, je me demandais au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses que je peux lui donner qui favoriserait sa concentration ou la bonne santé du cerveau ou comme... Ouais, dans le fond, est-ce qu'il y a des trucs qu'il peut manger avant d'aller à l'école qui l'aideraient à l'école? Mhm. C'est une excellente question. C'est une question qui est pas facile. Les aliments à la concentration, il y a peu d'évidence. Là où il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites, c'est sur la prise du déjeuner en général. Donc, le fait de déjeuner avant d'aller à l'école, ça, c'est quand même assez important. Ça a été associé de façon assez forte avec le niveau de concentration, les performances scolaires. C'est sûr qu'il faut mettre un petit bémol. Dans beaucoup de ces études-là qui ont montré que les enfants qui déjeunent sont plus performants à l'école, il y a beaucoup de facteurs confondants qu'on appelle, donc des facteurs qui vont venir influencer les résultats qui sont pas nécessairement ce qu'on pense. Donc, c'est pas une association qui est directe, c'est surtout le statut socio-économique. Donc, plus les enfants sont dans un milieu aisé, avec des parents qui ont un niveau d'éducation élevé, plus ils déjeunent et plus leur niveau de performance académique va être élevé. Donc, c'est pas nécessairement une association qui est ce qu'on appelle de cause à effet. Donc, c'est pas tu déjeunes, tu vas avoir des meilleures performances académiques, mais on voit quand même des associations entre la prise du déjeuner. On sait que le déjeuner, c'est important. Là. Dans le fond, si l'enfant a faim, bon, il va être moins concentré à l'école. Si l'enfant manque de nutriments, on sait que le glucose, le sucre, c'est le nutriment principal du cerveau. Donc, c'est important. Ça en prend une quantité là, raisonnable pour que l'enfant puisse bien fonctionner à l'école. Mais sinon, il n'y a pas d'évidence. Après ça, c'est vraiment de s'assurer que l'enfant mange à sa faim à l'école là, pour qu'il soit bien concentré. OK. Puis, au niveau des déjeuners, est-ce qu'il y aurait comme des types de déjeuner comme plus concrètement qui serait comme l'idéal à donner à nos cocos? Oui, c'est sûr que dans les études aussi, justement, ils voyaient que plus il y avait de groupes alimentaires au déjeuner, donc si on a par exemple des protéines, des grains entiers, des fruits et légumes, à ce moment-là, c'est un déjeuner qui est plus complet, qui va fournir plus de vitamines, plus de protéines, qui va rassasier plus. Donc, c'est davantage souhaitable. On veut aussi un déjeuner qui fournisse suffisamment d'énergie. Donc, on veut un déjeuner en général qui fournit des fibres aussi. Donc, par exemple, il y a certains choix de céréales à déjeuner qui peuvent être des bons choix de céréales. Donc, à ce moment-là, on peut avoir des céréales, par exemple, avec du lait dans les céréales et une banane ou un autre fruit. On peut avoir aussi, par exemple, du gruau avec des petits fruits. Donc, des fois, les ados qui ne veulent pas prendre beaucoup de temps ou qui veulent déjeuner sur le pouce, ça peut être des gruaux, par exemple, overnight. Ça peut être on va avoir déjeuner maison sur le pouce. Donc, on a des options comme ça aussi. Ce qu'on vise, c'est vraiment, idéalement, le plus de groupes alimentaires, des fruits et légumes, des fibres alimentaires. Dans le fond, c'est un peu comme l'assiette équilibrée. Exactement. C'est tout à fait comme l'assiette équilibrée. Donc, on veut que le déjeuner là, soit aussi représentatif de cette assiette. Est-ce que tu connais l'assiette équilibrée, Ariane? Ou peut-être Véronique, tu pourrais décrire un petit peu? Ou... Ouais, Oui, mais dans le fond, vas-y, Véronique. Dans le fond, c'est ça. C'est qu'on vise à peu près la moitié de l'assiette là, qui soit des fruits et légumes. Ensuite, on vise à peu près le quart de l'assiette qui contiendrait des grains entiers. Donc, ça peut être, par exemple, du gruau. Ça peut être, c'est sûr que quand c'est un repas plus comme le dîner ou le souper, ça peut être des pâtes de blé entier, du riz à grains entiers. Et le quart de l'assiette qui est une source de protéines, comme du poulet, du poisson, des légumineuses, par exemple. Du laitier aussi. Du laitier, oui, aussi, du yogourt. On dirait que comme on est habitué en tout cas, moi, je suis habituée à l'assiette équilibrée comme dîner, souper, mais on dirait que je trouve que le déjeuner, c'est encore plus difficile, là. C'est une protéine comme déjeuner. On dit, je vais pas manger un poulet là, pour mon déjeuner. Fait qu'on dirait que c'est comme, on manque d'idées comme plus. En tout cas, moi, je manque d'idées pour le déjeuner, pour l'assiette équilibrée, là. Oui, c'est ça. Il y a des sites où on peut en trouver, là, il y a certains sites de recettes ou sites ciblés pour les parents. Des livres de recettes aussi là, qui peuvent nous aider. Souvent, mon fruits et légumes, ça va être un petit peu plus intuitif. Là, donc, ça va être souvent plus les fruits qui vont être préconisés au déjeuner. Il y a moins de gens qui aiment les légumes, à part par exemple dans une omelette forestière ou autre. Quoi qu'on est toujours surpris. Les habitudes alimentaires sont bonnes et peuvent être valables. Il y a quand même des enfants qui mangent les légumes au déjeuner, mais c'est plus rare.
Sinon, les grains entiers, ça va être souvent soit le gruau, le granola, certains types de céréales. Ça peut être les rôtis de blé entier aussi, là, évidemment, muffin anglais, bagel, qui est un gros choix très populaire chez nous. Donc, il y a plusieurs choix aussi comme ça pour les grains entiers. Puis après ça, pour la protéine, ça peut être fromage cottage, ça peut être différents types de fromage, du yogourt grec. On peut y aller aussi avec les œufs. Des fois, si on a le temps de faire cuire des œufs, on peut faire des petites omelettes là, qu'on peut congeler aussi. Ça peut être dépanneur. Donc, dans les gruaux, on va retrouver le lait aussi. Donc, on retrouve les protéines des fois à ces endroits-là aussi. Le beurre d'arachide, les beurres de noix. Ouais, Des bons exemples. c'est ça que c'est pas peut-être pas si compliqué comme une rôti avec beurre d'arachide et des bananes dessus. Mhm. Ouais. Un blazer avec du lait puis des petits fruits dedans. Ouais. C'est pas obligé. Il y a de tous les enfants, là. Donc, il y a des enfants qui vont manger le même déjeuner 365 jours par année. Il y a des enfants qui veulent un déjeuner différent à tous les jours aussi. Donc, à ce moment-là, tant que le déjeuner est équilibré pour les sains, il n'y a pas de problème. L'un ou l'autre fonctionne bien. Puis à part le déjeuner que tu as mentionné, est-ce qu'il y a d'autres trucs pour favoriser la concentration à l'école? Peut-être à part les collations ou je sais pas, des suppléments. C'est sûr que des fois, chez les enfants neurodivergents, là où on va avoir un petit peu d'enjeu, c'est le repas du midi, ça se peut que l'enfant mange pas assez, que ce soit un problème. Des fois, les cafétérias scolaires ou les milieux dans lesquels les enfants mangent à l'école, c'est extrêmement stimulant. C'est très bruyant. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui attendent après les autres pour aller jouer. Donc, souvent, il y a l'enjeu de OK, dès que tout le monde a fini de manger, on va jouer dehors. Donc, à ce moment-là, ça peut être quelque chose qu'on peut vérifier avec le service de garde, avec l'école, voir comment ça se passe, la routine des repas. C'est sûr que d'un côté, on veut pas des éducateurs qui vont faire des lunchs. Ça, c'est vraiment important. On veut respecter les signaux de faim, la société de l'enfant avec le repas, là. Donc, on veut pas des éducatrices qui disent OK, tu dois manger tout ton lunch, mais on veut quand même que l'enfant soit dans un environnement qui lui permette de manger. Il y a des petits trucs qu'on peut faire comme parents. Donc, souvent, on dit aux parents, faites attention, les lunchs, il faut que ce soit simple, rapide. Donc, on veut pas plein de parties de lunch. C'est trop long à manger. Donc, on va privilégier un sandwich, par exemple, en wrap, plutôt qu'un repas où il y aurait plusieurs parties là, à manger. On veut aussi des contenants qui sont faciles à ouvrir. Donc, on veut pas que notre enfant n'ait pas mangé parce qu'il n'a jamais réussi à ouvrir son plat. Donc, ça, c'est des petites choses sur lesquelles on peut faire attention comme parents. On va aussi donner des fois des aliments qui sont un petit peu plus denses en énergie. Donc, quelque chose qui va justement remplir l'enfant plus rapidement avec une plus petite quantité. Donc, on peut faire des muffins, par exemple, avec plus de protéines. On peut lui donner du yogourt grec, par exemple, pour que ce soit un peu plus nourrissant. Puis après ça, on peut discuter avec l'éducatrice ou avec l'école, voir comment ça se passe. Est-ce que l'enfant a suffisamment de temps? Est-ce qu'il va jouer dehors avant ou après? Comment ça se passe? Est-ce il est est-ce que, par exemple, il devrait être mis à une table plus près de la porte, plus tranquille, pour pas être trop distrait par les amis qui jasent? Donc, on peut aussi vérifier à ce niveau-là si l'environnement est adéquat pour l'enfant pour qu'il mange assez. Parce que c'est sûr qu'un enfant qui mange pas son lunch au dîner, mais il risque de trouver l'après-midi un petit peu plus long et difficile. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des écoles qui laissent très peu de temps à manger pour les enfants. Puis c'est difficile parce que si on peut manger assez, ça va impacter toute l'après-midi. Ouais. Exactement. Donc, ça, c'est une des choses. Parce qu'en termes d'aliments en soi, il n'y a pas d'aliments qui améliorent la concentration. Donc, on veut que l'enfant mange, que ça lui fournisse de l'énergie, tout simplement. Puis à ce moment-là, il va aller chercher là, ce qu'il a besoin pour être concentré. Mais il n'y a pas d'aliments en soi qui améliore la concentration particulièrement là, autre que de manger de façon régulière et de ne pas ressentir la faim parce que ça va le distraire pendant les cours. Ouais, ça, la faim, ça nous distrait. Oui, particulièrement, puis c'est souvent un enjeu, là, donc on peut vérifier, donc on peut s'informer, c'est quand les horaires de collation, chez certains enfants, des fois les enfants aussi
qui sont neurodivergents vont prendre des médicaments qui vont couper beaucoup la satiété. Donc ça, les professeurs sont quand même assez sensibilisés à ça. Donc un enfant qui va prendre un médicament je veux dire, qui va couper la faim, donc les médicaments, là, par exemple, pour les enfants qui ont un trouble d'attention, ça coupe énormément l'appétit. Donc ce qu'on peut faire, c'est vérifier avec l'enseignant est-ce que ce serait possible que l'enfant garde une collation qui ne dérangera pas, évidemment, mais qui ne va pas faire trop de bruit ou autre, mais une collation à sa disposition avant ou après les repas au cas où il y a faim, vu qu'il va avoir moins faim au repas. Donc, à ce moment-là, on peut en discuter là aussi. Il y a du cas par cas qui peut être fait aussi. Des bons trucs pour s'assurer que, dans le fond, l'objectif ultime, finalement, c'est que l'enfant comble ses besoins, qu'il ait tous les nutriments dont il a besoin. Exactement. Parce que ni l'enfant ni l'enseignant va tirer aucun bénéfice de son enfant. Je pense qu'il est puis qu'il peut pas écouter, qu'il peut pas simplement déranger parce que mais il a trop faim puis il écoute pas. Donc à ce moment-là, là, il faut faire confiance aussi aux éducateurs et aux enseignants puis leur en parler pour essayer de trouver des stratégies pour que l'enfant mange puis qu'il puisse être bien réceptif à l'école. Et à l'opposé, c'est peut-être une croyance, mais il me semble qu'on entend souvent des fois que le sucre, là, mais toi, tu as mentionné le contraire, que ça aide. Il me semble qu'on entend souvent que le sucre, ça peut nuire à la concentration des enfants, ça les surexcite. Est-ce qu'il y a des études là-dessus ou... Oui, j'ai pas nécessairement dit que ça aide. Ah, Mais c'est sûr que le sucre, c'est le carburant principal du cerveau. Donc, on en a besoin. Par contre, c'est sûr que les aliments qui sont hautement transformés, qui vont contenir beaucoup de sucre, beaucoup de gras, à ce moment-là, ça peut avoir l'effet inverse. Donc, ça va créer comme un pic d'énergie très rapide. Par contre, après, la glycémie va diminuer rapidement. Là, donc, ça, c'est notre taux de sucre dans le sang. Puis, à ce moment-là, on peut ressentir une certaine fatigue, une certaine apathie. Donc, c'est pas... donc, ce qu'on veut, c'est un apport en sucre ou en énergie qui est régulier puis qui provient également d'aliments sains pour que justement ça nous amène de l'énergie, que ça nous fournisse ce sucre, cette énergie-là de façon plus régulière dans notre corps à travers la journée pour se concentrer. Il n'y a pas nécessairement d'études qui montrent là, que, par exemple, une consommation trop riche d'aliments en sucre va processer aux troubles d'attention ou à des enfants qui vont être surexcités. Par exemple, on le sait que de façon générale, une alimentation qui est trop riche en sucre transformé, en sucre rapide, comme celui qui provient, par exemple, des aliments transformés, des bonbons, des jus de fruits, mais c'est associé quand même à des effets négatifs pour la santé, comme le risque d'obésité, par exemple, chez l'enfant. Donc, c'est pas quelque chose qu'on recommande certainement. C'est pas au niveau de l'attention que les études montrent un effet particulier. Il n'y a pas vraiment d'aliments miracle pour s'assurer de la concentration. Ce qu'il faut, c'est vraiment s'assurer que l'enfant comble ses besoins en énergie à travers la journée, puis qu'il ne ressente pas la faim, donc qu'il puisse manger à des horaires qui lui conviennent, réguliers. Et c'est sûr que le déjeuner, les collations à ce moment-là, particulièrement dans le milieu scolaire, c'est important. Mais on peut passer au sujet parce qu'on parlait de la concentration des écrans, peut-être. Je ne sais pas si Ariane, c'est quelque chose qui tu l'as abordé. Ouais, dans le fond, est-ce que, en fait, j'aimerais ça, Véronique, avoir ton avis sur ça. Est-ce qu'on permet les écrans à la table? Est-ce qu'on les permet pas ou on les permet à petite dose? Dans le fond, j'aimerais savoir ton input là, sur ça. C'est sûr que les écrans à table, c'est pas quelque chose qu'on recommande. De façon générale, là, on a parlé un peu plus tôt de l'âge des enfants. C'est sûr que de façon générale, chez les enfants en bas de 2 ans, on recommande pas de temps d'écran. Puis chez les tout petits, là, de 2 à 5 ans, on recommande moins d'1 heure par jour. Après ça, c'est sûr qu'à table, on recommande de limiter les écrans pour plusieurs raisons. Donc, le temps des repas, surtout chez les tout petits, c'est souvent un moment où on espère que l'enfant modélise les habitudes saines des parents. Donc, si un enfant voit un parent manger ses brocolis, il y a plus de chances que l'enfant mange ses brocolis. Par contre, si l'enfant regarde la télé, il ne regardera pas ses parents manger ses brocolis. Donc, c'est là où on veut idéalement limiter les écrans, entre autres, pour ça. Mais aussi parce qu'il y a un enfant qui va regarder un écran, puis c'est la même chose aussi chez l'adulte, il va être moins porté à écouter ses signaux de faim et de refroidissement. Il va être influencé par des facteurs externes, il va pas nécessairement réfléchir et il va peut-être manger plus ou moins que ce qu'il fait. Donc, un enfant qui est facilement distrait va peut-être juste écouter la télé et pas manger.
un enfant qui est plus susceptible aussi à regarder l'écran puis à manger sans réfléchir, ben, il va manger peut-être au-delà de ce qu'il aurait dû manger pour se rassasier parce qu'il est tout un écran puis il n'était pas concentré là, sur ses habitudes. Il y a aussi, là, on sort un peu du cadre de la nutrition. On parle de type chez les adolescents, particulièrement, le repas, c'est pas un bon moment pour les parents pour discuter avec l'enfant puis discerner si c'est un problème ou enjeu de l'enfant peut avoir avec ses amis ou au niveau socio-affectif. Donc, c'est aussi les enfants qui n'écoutent pas d'écran, mais qui discutent avec leurs parents sont moins sujets, par exemple, à des dépressions ou à des problèmes de comportement aussi, tout simplement. Donc, idéalement, les écrans à table, c'est déconseillé. C'est intéressant parce que tu relèves selon les stades de l'enfance, l'adolescence, que c'est vraiment avantageux d'avoir un repas à table comme en famille, puis aussi sans écran. Puis sans résumé que pour l'enfant, ben, l'aspect de modèle que le parent, les gestes qu'on fait au quotidien, ben, c'est comme ça que l'enfant va un peu copier puis développer ses habitudes à lui. Puis aussi ce que tu as dit pour l'adolescence, comme ça te fait un petit moment de connexion avec les parents puis de discussion, là. C'est pas Surtout dans nos vies, souvent avec un rythme effréné, souvent le repas, ça peut offrir justement un moment pour se poser puis discuter. Donc, à ce moment-là, on peut discuter d'alimentation, on peut discuter de certains aliments, d'où ça vient. Chez les enfants aussi, ça peut nous servir, par exemple, un enfant qui ne veut jamais manger de brocoli, mais si on lui parle de « Ah, c'est drôle le brocoli, regarde, c'est comme des petites fleurs. Ah, ça, c'est-tu que ça pousse comme ça, comme un peu comme une fleur, avoir des feuilles. » Juste d'en discuter, ça peut lui donner le goût. Ah, peut-être que le prochain repas, il va y goûter. Donc, si on parle, puis si on parle des aliments, mais on parle aussi de plein de sujets, ça peut aussi justement amener l'enfant peut-être à goûter à plus d'aliments que s'il est en train de regarder un écran. Ça, l'idée, j'imagine que de ce que je comprends, c'est de mettre une ambiance positive au repas. Peut-être que les enfants qui veulent regarder la télé au repas, c'est positif, écouter la télé, c'est le fun. Donc, j'imagine que là, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre ça positif, mais sans écran. Exactement. Donc, il faut que le repas reste un moment détendu, il faut que ce soit agréable, il faut que justement ce soit une ambiance qui est décontractée, il ne faut pas qu'il y ait de pression sur l'enfant là, pour manger. Donc, on lui laisse le temps assez pour désormais, évidemment, dans la mesure raisonnable. Donc, on a quand même des enjeux. Donc, Exact. c'est normal, mais ce qu'on veut, c'est justement de pouvoir que ce soit un moment calme et on est beaucoup plus à l'écoute de nos signaux de faim de rassasiement quand on est justement dans un environnement calme où on peut y porter attention. Ouais. Et j'imagine, parce que là, tu viens de reparler de pression pour manger, qui était une des premières questions qu'Ariane a posées. Est-ce que tu peux nous dire un peu les impacts que ça peut avoir, ça, dans le fond? Est-ce que c'est perçu comme quelque chose justement de stressant pour l'enfant ou... Oui, il y a quand même plusieurs études qui ont montré là, que c'est le fait de mettre de la pression à l'enfant, que ce soit pour manger un aliment spécifiquement ou pour manger plus de façon générale, ça va souvent avoir l'effet contraire. Donc, plus le parent va mettre de la pression pour que l'enfant mange, par exemple, un légume particulier, moins l'enfant va être porté à en manger, moins il va en manger en grande quantité. Même chose, il y a des études qui ont été faites qui sont super intéressantes, par exemple, où l'enfant devait manger un bol de soupe, puis dans un contexte, on laissait l'enfant manger la soupe. Dans l'autre contexte, on lui mettait de la pression. Allez, mange ta soupe. Allez, mange ta soupe. Puis au final, les enfants à qui on n'avait pas mis de pression, on avait mangé une plus grande quantité. Donc, le fait de ressentir cette pression-là, souvent les enfants vont simplement avoir le comportement inverse, ils vont se réfracter et ils ne voudront pas le manger. D'un autre côté, ça peut aussi avoir un effet au long cours où justement l'enfant, ben, il sera plus à l'écoute de ses signaux de rassasiement, puis il va manger trop, tout simplement. Donc, c'est associé à la fois à un comportement qu'on appelle là, un petit peu le picky eating, là, donc un enfant qui va être réticent à manger certains aliments chez les tout-petits, puis à plus long terme, ça peut être associé aussi à un plus grand risque d'obésité chez l'enfant. Puis il y a des comportements un peu comme la désinhibition, donc un enfant qui n'écoutera plus ses signaux, qui va manger pour des facteurs externes. Donc, par exemple, il va manger parce que la personne à côté de lui mange, tout simplement, mais pas parce que lui a faim. Donc, c'est associé à des effets un peu plus négatifs.
Est-ce que tu peux nommer d'autres exemples de désémission qu'on verrait chez le jeune? Parce que je sais que tu l'as nommé tantôt, puis là, je me disais, tu viens de nommer un exemple, est-ce que tu en as d'autres ou ça se manifesterait? Mais il y a le fait de manger parce que les aliments, par exemple, simplement goûtent bon ou sentent bon. Donc, ça sent bon, j'ai le goût de manger. Mais l'enfant n'a pas nécessairement faim. Ou, le beigne a donc bien une belle couleur. Donc, à ce moment-là, on a envie de manger, mais c'est pas nécessairement parce qu'on a faim. Donc, ça peut être l'apparence des aliments, parce qu'on sait que ça goûte bon. Ça peut être parce qu'il y a des gens autour de nous qui mangent tout simplement aussi. Donc, OK, mais moi, je pense que j'ai mangé assez, mais là, le repas s'est terminé. Si tout le monde continue à manger, je vais continuer à manger. Donc, ça, c'est tous des exemples où on mange pas pour des raisons qui sont externes. Les émotions peut-être aussi. C'est sûr que je suis parent, moi aussi, donc je sais que des fois, on doit rappeler à nos enfants, OK, allez, on va partir à ta pratique de hockey dans 15 minutes. Donc, si t'as faim, c'est le temps de manger. Mais l'idée, c'est quand on doit mettre un peu cette pression-là sur notre enfant, c'est de pas mettre de la pression. Allez, mange ton assiette, tu dois manger plus. C'est plus de lui rappeler, est-ce que tu as encore faim? Parce que si tu as encore faim, tu fais 15 minutes pour manger, on doit quitter. Donc, c'est plus dans la façon qu'on va l'apporter. Donc, c'est pas lui dire, allez, finis ton assiette, on s'en va. C'est plus comme, allez, si tu as faim, tu dois manger parce qu'on va devoir quitter. Ouais. Il n'y a plus de finis ton assiette, là. Ouais. Tu n'auras pas ton dessert. Non, c'est ça, les aliments récompenses, c'est un autre sujet aussi un petit peu dans la même veine qu'on essaie d'éviter. Ouais, ben justement, parlant de ça, des desserts et tout, est-ce qu'on fait ça en tant que parent? Je veux dire, j'imagine qu'il y a différentes catégories de desserts, là, sains ou non sains, mais est-ce qu'on devrait donner des desserts à nos enfants? C'est un sujet qui est un peu particulier. C'est sûr que idéalement, non. Donc, en fait, ce qu'on veut pas, c'est attribuer une certaine valeur particulière à certains aliments. Donc, on veut pas que le dessert soit valorisé, qu'il soit nécessaire. Donc, c'est sûr qu'il y a certains desserts qui vont avoir une valeur culturelle, donc un gâteau de fête. Donc, ça, je pense que c'est important. Cette valeur-là culturelle, cette valeur-là qui est plus un symbole un petit peu de l'aliment, là. Donc, on souligne ton anniversaire, on a fait un gâteau. Ça, c'est tout à fait normal, puis c'est même une chose qui est positive. Même chose, là, à Noël, quand c'est culturel, la bûche de Noël ou le dessert particulier, c'est quelque chose qui est intéressant. Par contre, après le repas, le dessert, c'est pas nécessairement souhaitable. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement offrir des fois le dessert, entre guillemets, déjà sur la table avec le souper. Donc, on peut offrir, par exemple, des petits fruits, mettre des petits fruits avec du yogourt sur la table. Puis ça fait partie du repas. Sinon, on n'offre pas nécessairement de dessert. Mais dans certains cas, chez les enfants, bon, il y a des enfants qui vont avoir besoin comme d'une collation en soirée avant d'aller se coucher. Donc, à ce moment-là, ça va être plus une collation de soirée plutôt qu'un dessert. C'est drôle parce que ça fait tellement partie un peu de notre culture, de nos traditions familiales au Québec. Fait que c'est comme, tu sais, moi j'ai été élevée comme ça, on mange puis on a un dessert après. Fait que là, c'est un gros chiffre. Oui, c'est sûr que de toute façon, les enfants vont être exposés à ça. Il y a des enfants qui vont prendre un dessert dans leur lunch. Ils vont aller chez les grands-parents, il va y avoir un dessert après le repas. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement bannir à tout prix. Ce qu'on veut, c'est peut-être enlever là, cette valeur spécifique là, de l'aliment sucré après le repas. Donc, on veut pas que ça devienne comme la récompense. Tu as mangé ton repas, tu as mangé tes aliments sains, tiens, voilà un dessert qui est peut-être à valeur nutritive qui est moins intéressante. Donc, idéalement, si on offre un dessert, ben, il peut très bien être très riche en nutriments. Donc, ça peut être des fruits, ça peut être du yogourt. Puis, idéalement, ce qu'on veut, c'est qu'il ne soit pas nécessairement obligatoire. Que l'enfant, s'il a assez mangé, que ce ne soit pas une récompense le post-repas. Oui. De qu'est-ce que je comprends, c'est un peu comment est-ce qu'on le présente puis on l'aborde. C'est pas mange donc t'as un dessert, c'est plus ça fait partie, comme un tout, dans le fond. Exactement. Okay.
C'est sûr que c'est pas, on n'est pas en train de dire de les bannir non plus. Donc, si un soir on a préparé un petit gâteau, puis on a envie de manger un petit gâteau après le repas, mais il faut plus le voir comme une extension du repas, puis il faut pas que ce soit conditionnel à avoir mangé son repas. Et donc, Stéphane, c'est bien que tu aies renchéré avec ça, Véronique, parce que ça veut dire que les aliments plus, comme les sucrés, les gâteries, biscuits ou une pointe de tarte, ils ont place quand même dans une alimentation saine chez l'enfant, mais Tout à fait. Mais ce qu'on veut, c'est plus la place qu'on leur donne, puis on veut pas que ce soit qu'il y ait une valeur comme c'est une récompense. Tu as mangé ton repas, tu as cet aliment-là. Ça lui donne trop de place. Après, dans un environnement où on est comme surstimulé, puis là où ces aliments-là deviennent surabondants, on veut pas que ça devienne je me sens pas bien, je vais me récompenser avec ça. Donc, on veut pas que les aliments prennent trop de valeur sentimentale ou émotive. On veut manger parce que ça nous fait plaisir. C'est sûr que les aliments, la culture, la tradition, ça fait partie de l'alimentation. Donc, ça, c'est important. On veut le valoriser. Après ça, c'est des aliments qui peuvent faire partie de notre culture. Donc, l'été, préparer un petit renversé avec les framboises de notre jardin, c'est très intéressant. On peut les préparer avec les enfants, mais ce qu'on veut, c'est que ça fasse partie du souper. Donc, on va souper, on va manger notre petit dessert qu'on a préparé, le petit gâteau, mais c'est pas mange ton repas pour avoir le petit gâteau aux framboises qu'on a fait. parce que c'est vrai que même si c'est mis sur la table, puis en même temps que le repas, ça se peut qu'il touche à peine, parce qu'il Exact. est moins porté pour ça, parce que ça va être un aliment comme les autres qui sont sur la table. Exactement. Donc, il va en prendre une portion qui lui plaît, puis qui le comble sans plus, puis ça va être parfait. Yeah. Mm. Mais oui, c'est plus une question d'équilibre. Donc, c'est pas des aliments à bannir, c'est vraiment dans la façon qu'on l'approche. On est loin du temps que des jeunes qui apportaient leur lunch, puis avaient comme un petit gâteau vachon dans leur boîte à lunch, puis Oui. C'est toute notre enfance, ouais. Oui. Ouais. Mais oui, effectivement, puis mais ça veut pas dire qu'on peut pas en mettre dans le lunch de notre enfant, ça veut pas dire que ça peut pas, tout est une question là, d'équilibre, de quantité, de comment ça va être perçu, donc voilà. Très intéressant. Puis juste une parenthèse, vu que je suis aux États-Unis, puis Véronique, tu l'étais aussi avant, mais comme il n'y a pas la loi sur la publicité aux enfants. Fait que dans les épiceries, les Rice Krispies de Noël, des bâtons avec plein de personnages dessus, des boîtes de céréales aussi, c'est incroyable comment que les enfants ont de la publicité vers eux, là. On oublie qu'il y avait ça au Québec avant, mais au moins on a cet avantage-là. Oui, exactement, justement, pour pas que ces aliments-là deviennent associés à Ryder, non, c'est qui? Le Pat Patrouille, Marshall de la Pat Patrouille mange des Rice Krispies, je vais en manger. Donc ici, on est chanceux, là, on n'a pas de publicité, que ce soit dans les épiceries, à la télé, on peut pas avoir des jouets là, dans les boîtes de céréales et tout, justement, pour éviter tout ça. Donc, c'est quand même un gros avantage qu'on a ici, là, justement, pour pas attribuer ces valeurs-là comme trop importantes à des aliments. Ma prochaine question, Véronique, c'était au niveau, là, c'est sûr, on est à l'automne, presque l'hiver, l'année scolaire est bien entamée, puis nos enfants sont malades et nous aussi. Fait que dans le fond, est-ce que il y a des trucs qu'on peut donner à nos enfants pour renforcer leur système immunitaire puis éviter de pogner toutes ces petites maladies? Oui, c'est une bonne question. Puis c'est sûr qu'à l'approche de l'hiver, effectivement, là, on a aussi notre lot de rhume, grippe, gastro et compagnie. C'est sûr qu'au niveau de l'immunité, il y a pas d'aliments miracle. Ce qu'on vit, c'est vraiment une alimentation qui est équilibrée, qui va fournir assez de vitamines, minéraux. Il y a aussi des antioxydants qu'on va retrouver là, dans les fruits et légumes. Donc, tout ça, ça contribue à l'immunité de façon générale. Par contre, il n'y a pas un aliment miracle. On a souvent l'impression que la vitamine C, c'est souvent un aliment miracle à l'automne. Nos besoins en vitamine C sont super faciles à combler, là, donc c'est vraiment pas un enjeu. Donc, un supplément de vitamine C, c'est vraiment pas quelque chose que les enfants ont besoin. Pour combler nos besoins en vitamine C, là, je pense que c'est à peu près une dizaine de fraises dans une journée complète. C'est une demi-orange. Donc, il n'y a pas un très, très grand niveau de difficulté à combler nos besoins.
Une, au niveau des tout petits, il y a quand même certaines évidences là, que pour le système immunitaire en général, ben, la vitamine D aura une certaine importance. Puis au Québec, on recommande de prendre un supplément de vitamine D l'hiver, la vitamine D, c'est une vitamine qu'on obtient avec le soleil l'été, mais qu'on n'est pas exposé l'hiver on porte des habits de neige. Donc, on n'est pas assez exposé au soleil l'hiver, donc on recommande un supplément de vitamine D, là, même chez les enfants, idéalement, parce que c'est assez difficile de combler nos besoins avec l'alimentation, surtout avec une alimentation qui peut être variable de jour en jour. Donc, on recommande un supplément chez l'enfant. Sinon, il y a pas vraiment d'aliments miracles, là. Il y a les oméga 3 chez les tout petits qui peuvent aider à prévenir certains problèmes d'immunité, mais les évidences sont plutôt limitées. Donc, c'est vraiment d'avoir une alimentation variée qui fournit beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Puis, il y aurait peut-être la vitamine D qui pourrait aider, puis qui, de toute façon, est recommandée là, en supplément à l'hiver. OK. Fait que la vitamine D, ça c'est oui. La vitamine C, c'est comme plus un mythe, c'est ça? C'est plus un mythe, effectivement. OK. Surtout que c'est une vitamine qu'on peut combler nos besoins assez facilement. Il y en a beaucoup en additifs dans certains produits, là, comme les compotes, parce que ça stabilise le produit. Donc, c'est assez facile là, de combler nos besoins. Puis, c'est vraiment pas nécessaire de prendre un supplément de vitamine D, de vitamine C, pardon. C'est pas un supplément qui est cher, mais c'est vraiment pas nécessaire. OK. Parce que, qu'est-ce qui arrive, tu sais, si on en prend plus? J'imagine que... C'est une vitamine qui est, on dit hydrosoluble, là, donc qui se solubilise dans l'eau. Donc, on va l'éliminer dans l'eau, on va l'éliminer dans l'urine. Donc, habituellement, c'est vraiment pas un problème. Il n'y a pas de risque de toxicité avec cette vitamine-là, puisqu'on l'emmagasine pas dans le corps. On va simplement l'éliminer là, par nos reins, par l'urine. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais justement, ça sert un peu à rien. Ça montre que ça sert à rien parce que on va juste éliminer le surplus, dans le fond. Exactement. Donc, il n'y a pas de risque, mais en même temps, comme c'est pas nécessaire, ben, on veut pas nécessairement enrichir l'industrie pharmaceutique pour rien. Ça coûte de l'argent. Voilà. On va garder nos sous. Exactement, oui. Et pour la vitamine D, est-ce que la dose qui serait recommandée chez l'enfant? Oui, la dose, le supplément, si je me souviens bien, c'est 400 unités internationales. C'est comme pour, je pense que les adultes, c'est la même chose. Parce que les besoins d'un enfant, ça tourne autour de 600 unités internationales par jour. Puis, c'est quand même relativement difficile à combler avec l'alimentation. Donc, 2 verres de lait, c'est à peu près le tiers des besoins. Donc, ça nous donne une idée. Là, on en retrouve beaucoup dans le poisson gras, mais c'est rare les gens qui mangent du poisson gras tous les jours. Donc, à ce moment-là, le supplément là, peut être vraiment intéressant pour ça. À ce moment-là, la vitamine D, il faut juste être vigilant si on prend un supplément qui goûte trop bon, là, qui est comme les petites gélules un petit peu sucrées, mais cette fois-ci, cette vitamine-là, les risques sont minimes si on en prend trop, mais il ne faut pas les laisser apporter des enfants là, pour pas qu'ils en mangent comme des bonbons. C'est vrai que l'enfant l'associe à un bonbon après, oui. Exactement. Mais sinon, il y a des formes un peu plus. Là, je pense qu'il y a des formes liquides qu'on peut mettre, par exemple, dans le lait, ou il y a d'autres formes un petit peu plus, des petits comprimés là, qu'on peut écraser, qui goûtent absolument rien. Donc, ça peut, il y a des formes un peu plus faciles aussi là, à donner, que l'enfant ne sera pas porté à aller manger des grandes quantités. C'est intéressant parce que la vitamine D, on pense toujours plus à la santé des os, par exemple, mais là, il y aurait vraiment un lien pour aider à l'immunité. Puis ça vaudrait la peine là, qu'on le prenne durant l'hiver. C'est sûr que moi, mes connaissances sont plus dans le 0-2 ans, là, donc je connais plus les liens chez l'enfant en très bas âge. Là, donc, chez l'enfant de 0-2 ans, ce qui est quand même relativement bien démontré pour l'immunité, c'est sûr qu'il y a l'allaitement maternel, évidemment. Il y a la vitamine D, les oméga 3, puis il y a aussi ce qu'on appelle les prébiotiques, donc la consommation de fibres alimentaires. Après ça, au courant de l'enfance, je suis moins au courant là, des aliments qui seraient bien associés à l'immunité. Mais chez les tout petits, là, donc dans la période 0-2 ans, c'est les nutriments qui ont peut-être le plus d'évidence d'association, là, qu'on a le plus d'études qui montrent qu'il y aurait des liens entre la consommation de ces nutriments-là puis le développement de l'immunité plus tard. On parle d'immunité, mais on parle aussi d'atopie, là, donc d'eczéma ou d'allergie, par exemple. OK. C'est protecteur.
ce serait, oui, c'est protecteur. Et c'est bien de focusser sur le 0-2 ans parce que c'est quand il commence la garderie puis qu'il ramène justement, qu'il développe ou qu'il ramène des microbes à la maison. Alors, Oui, Je pense que c'est... ça va arriver. Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. L'immunité, ça se développe aussi là, en étant exposé au virus, aux microbes. Malheureusement, on aimerait bien avoir une alimentation qui nous permet d'éviter les gastro, qui nous permet d'éviter les rhumes et autres maladies infantiles. Mais malheureusement, dans bien des cas, c'est l'exposition qui règle l'immunité. Puis au niveau, ben là, on a parlé d'immunité, mais tu sais, on parle souvent comme en anglais, c'est le gut health, là, tu sais, comme que quand t'es malade, tu sais, il y a comme des maladies qui pourraient plus se passer, mettons, puis que t'assimiles un mauvais gut health. Est-ce que c'est vrai, ça? Je suis vraiment pas une experte là, de tout ce qui est le microbiome et tout. Oui. C'est sûr que plus, il y a beaucoup d'études qui montrent que plus nos intestins sont en santé, plus on est en santé. Puis la santé intestinale, ça passe beaucoup par une alimentation qui est riche en nutriments importants comme les vitamines, les minéraux, puis les fibres alimentaires. Donc, une alimentation qui est riche en fibres alimentaires, ça aide à améliorer la santé digestive. Puis à ce moment-là, effectivement, la santé digestive pourrait être associée au risque de certaines maladies ou à la santé en général. C'est vraiment pas mon domaine d'expertise, mais de ce que je connais, c'est ça, les fibres alimentaires, puis tout ce qui est vitamines et minéraux également. Les fibres, on les trouve où? Juste pour clarifier, pour ceux qui peut-être connaissent moins le sujet. Donc, les fibres alimentaires, on en retrouve beaucoup dans les produits agraires entiers, donc les pains de blé entiers, les céréales agraires entiers, le riz, par exemple, agraire entier. On en retrouve dans les fruits et légumes beaucoup également. Donc, dans tous les fruits, tous les légumes, on va retrouver des fibres. On en retrouve aussi beaucoup dans les légumineuses, les noix, les graines. Donc, les lentilles, par exemple, les arachides, les amandes. Merci. C'est vrai que le microbiote, je pense que c'est le nouveau sujet de l'heure, là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas non plus, mais qu'on espère en découvrir plus pour voir les effets là, avec la santé. Merci beaucoup à vous deux, donc à Sorène pour avoir animé, puis à Ariane pour avoir amené des bonnes questions et finalement à Véronique pour avoir bien répondu à toutes les questions. Ça a été vraiment une belle discussion, je trouve, où on a parlé de beaucoup de sujets que je pense que beaucoup de parents se posent. Donc, je pense que ça va être très utile pour tout le monde qui nous écoute. Donc, merci beaucoup. alors Catherine, c'était vraiment intéressant comme discussion. Oui, absolument. On a beaucoup appris sur le rôle du parent, que c'est eux qui structurent la journée. Les parents sont responsables du quand, donc c'est quand le moment de manger, mais aussi qu'est-ce qu'on mange. Oui, totalement. Et qu'ensuite, on va respecter les signaux de faim et de satiété de son enfant, que même si on a l'impression qu'il n'a pas beaucoup mangé, c'est qu'il a probablement consommé tout ce dont il avait besoin. Et il faut vraiment pas stresser, même s'ils ne finissent pas toujours leur assiette. Mhm. J'ai aussi beaucoup aimé quand Véronique a parlé de l'importance des repas en famille. On a aussi beaucoup parlé de la place des desserts dans l'alimentation. Hein. Je pense que c'est une question que beaucoup de parents se posent. Oui, totalement. Et bon, je pense que ceci conclut notre épisode de Santé sans détour. Oui, donc on remercie nos invités, Véronique Gingras et Ariane Bourgeois-Turcotte. On veut aussi remercier le support du comité étudiant du réseau de recherche en santé cardio-métabolique, diabète et obésité et les fonds de recherche du Québec, Santé pour la réalisation. Merci Catherine. Restez à l'affût pour notre prochain épisode. Donc, c'est ce qui met fin à notre épisode du mois. On espère que cette discussion-là a permis de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire et par courriel pour nous faire part de ce qui vous a le plus marqué, pour nous donner votre avis sur le balado ou, si ça vous intéresse, de participer à une discussion. On vous invite aussi à nous envoyer vos questions qui touchent à la recherche sur la santé du cœur, le métabolisme, le diabète ou l'obésité. On va trouver l'expert ou l'experte qui va être en mesure de mieux vous répondre. On se voit le mois prochain pour le prochain épisode de Santé sans détour.